Bien le bonjour. Voici la seconde partie des 30 films que je vous recommande de la décennie 2010. Ici, il y aura des films, pour la majorité, plus sombres que dans la première vidéo, ainsi que les documentaires. Bon, n'y passons pas 3 heures, allons-y sans plus tarder. Lukas! Hej! Kigger du lige ind et øjeblik? La chasse de Thomas Vinterberg, Danemark. Lucas, éducateur dans une école maternelle, est un jour accusé de pédophilie. La méfiance et les rumeurs grandissent autour de lui. Un Mads Mikkelsen dans l'un de ses plus grands rôles et une atmosphère lourde font de La Chasse un film qui reste en tête. Film sur l'incroyable capacité de l'homme à s'autodétruire à cause de cet instinct de préservation menant à la bêtise et à l'absence de réflexion. C'est un film glaçant qui pose le spectateur face à ses doutes. Un bijou scandinave, l'un des plus beaux de la décennie. Room de Lenny Abrahamson, Grande-Bretagne. Jack, 5 ans, vit seul avec sa mère. Elle lui apprend à jouer, à rire et à comprendre le monde qui l'entoure. Un monde qui commence et s'arrête au mur de leur chambre où ils sont retenus prisonniers. Le seul endroit que Jack ait jamais connu. Room est un film sur la dualité, un film où tout est limpide sans que grand-chose ne soit prononcé grâce à Brie Larson et au petit Jacob Tremblay qui est incroyable. Room, faut le savoir, c'est l'adaptation d'un fait divers autrichien. Holly Motors de Léos Carax, France. Nous suivons Monsieur Oscar qui déambule dans Paris à l'intérieur d'une limousine qui fait office de loge. À chaque fois qu'il sort de celle-ci, il interprète un nouveau personnage, une nouvelle vie. Dans ce film, c'est une véritable expérience de cinéma sur le travail d'acteur. C'est pour moi un des 3 plus grands films de toute la décennie, mais c'est aussi le plus difficile d'accès parmi les 30 que je vous présente pour un public qui n'est pas habitué à voir un cinéma un peu plus expérimental. Si vous n'avez jamais vu de film de Carax, vous découvrirez un acteur merveilleux, Denis Lavant, une véritable gueule de cinéma au jeu très physique. C'est un film comme il n'en existe aucun autre. C'est peut-être dans ce jardin que tout a commencé. Ce jardin qui abritait une maison où je suis né. J'y ai filmé Philippe Noiret, qui recherchait son passé, comme moi maintenant. Et aussi mon père, pour qu'il me parle de ses années de guerre. De Louis Aragon, que mes parents avaient caché pendant de longs mois, et qui écrivit « Il n'y a pas d'amour heureux pour ma mère ». Ce qui jouait un rôle important plus tard dans ma vie quand je défendais Pierrot le Fou de Jean-Luc Godard. Mais n'anticipons pas. Voyage à travers le cinéma français de Bertrand Tavernier, France. Je voudrais que ce film soit un acte de gratitude envers tous ceux, cinéastes, scénaristes, acteurs et musiciens, qui ont surgi dans ma vie. La mémoire réchauffe, ce film c'est un peu de charbon pour les nuits d'hiver. Voilà comment Tavernier présente son documentaire sur ses souvenirs qui sont nés de ses nombreux amours du cinéma français. Écoutez l'homme qui parle le mieux de cinéma se confier dans la langue de Molière pendant 3h15, c'est un témoignage précieux qui permet aux connaisseurs de rêver à travers Tavernier, mais permet aussi aux novices de vouloir et de pouvoir découvrir beaucoup de merveilles, car Bertrand parle tellement bien de sa passion que bien des gens sont touchés et intrigués par tous ces films qu'ils ne connaissent pas et n'ont même jamais entendu parler. Hva var det? Hva er det som skjer? Hva er det? Kristine, slapp av, det går bra. Hva skjer? Nei, det her er ikke gøy. Kan vi bare slutte nå? Hva er det som skjer? Kom dere vekk! Inn! Utoya, 22 juillet, d'Eric Poppe, Norvège. Nous avons affaire là à un film choc. Nous sommes sur l'île d'Utoya, le 22 juillet 2011, où un camp d'été est organisé par la Ligue des jeunes travaillistes. Tout le monde campe, tout le monde vit un bel été en communauté lorsqu'un homme ouvre le feu. Ce film se place du point de vue de Kaya, étudiante présente avec ses amis. On ne suit exclusivement qu'elle durant un plan séquence de plus d'1h15. Nous adoptons même parfois son propre point de vue. Aucune autre musique que le bruit des balles et des respirations. C'est un film d'une grande sobriété, mais d'un immense voyeurisme sur des événements réels qui ont bouleversé la Norvège. Poppe nous propose à travers son film une question qui fera forcément débat: peut-on tout filmer, tout montrer? Dere kommer aldri til å forstå. Bullhead de Michel R. Roskam, Belgique.
Jackie est issu d'une importante famille d'agriculteurs et d'engraisseurs du sud de Limbourg. À 30 ans, il apparaît comme un être renfermé et imprévisible, parfois violent. Grâce à sa collaboration avec un vétérinaire corrompu, Jackie s'est forgé une belle place dans le milieu de la mafia des hormones. Mais un jour, un agent fédéral est assassiné alors qu'il est sur le point de conclure un accord avec un trafiquant d'hormones. Bullhead, c'est une sorte de Frankenstein des temps modernes où le personnage principal est aussi touchant qu'effrayant. Matthias Schoenaerts est impressionnant dans le rôle principal, aussi bien physiquement que dans son jeu. Le film est violent, sombre et teinté d'un humour noir qui renforce encore plus tout ce qui se joue. Bullhead est assez méconnu aujourd'hui encore mais mérite vraiment d'être vu. Ceux qui en ont fait l'expérience ne l'ont pas oublié, c'est mon cas même 11 ans, 12 ans après. The Square de Ruben Östlund, Suède. Christian est un père divorcé qui travaille comme conservateur dans un musée d'art contemporain. Il prépare sa prochaine expo autour d'une installation incitant les visiteurs à l'altruisme et leur rappelle leurs devoirs à l'égard de leurs prochains. Au même moment, l'agence de communication du musée lance une campagne surprenante pour le projet, ce qui va plonger Christian dans une crise existentielle. Bon, vu comme ça, le film a l'air assez opaque, mais c'est un brillant objet sur l'art et plus particulièrement sur les artistes provocateurs. C'est un film qui ne laissera personne indifférent. Qu'on l'aime ou qu'on le déteste, le cinéaste prend le risque de repousser violemment le spectateur. Mais si vous adhérez, alors vous vivrez un moment inoubliable. Quoi qu'il en soit, la question que nous pose Östlund est la suivante. Au milieu de nos vies chloroformées et dans nos sociétés aliénées, quelle place l'art occupe-t-il ? Parasite de Bong Joon-ho, Corée du Sud. Une famille au chômage s'intéresse au train de vie luxueux de la richissime famille Park. Un jour, le fils réussit à se faire engager pour donner des cours particuliers chez les Park. C'est le début d'un engrenage incontrôlable. Mise en scène exceptionnelle, casting brillantissime, Parasite, c'est un tour de force visuel, un film vicieux et envoûtant. C'est un film qui va forcément rester. Parasite, c'est clairement un film qu'on va étudier dans les futures générations. C'est un film incroyable. Si vous ne l'avez pas vu, je pense qu'il y a peu de monde qui ne l'a pas vu, mais voyez-le absolument. Mélancolia de Lars von Trier, Danemark. Bon, ce film est découpé en deux. Chaque partie se concentre sur l'une des deux sœurs dont nous allons faire connaissance. La première, Justine, interprétée par Kirsten Dunst, se marie lors d'une soirée ratée qui révèle en elle une profonde dépression que personne autour d'elle ne veut voir. La seconde, Claire, interprétée par Charlotte Gainsbourg, le lendemain du mariage, s'occupe de sa sœur et de sa famille jusqu'à ce que l'annonce d'une planète qui pourrait entrer en contact avec la Terre ne fasse vaciller l'assurance de celle-ci. J'ai vu ce film 3 fois. La première au cinéma où je me suis pris une claque comme très peu de films ont réussi à m'en mettre une à l'époque. Je l'ai revu quelques temps plus tard sur Arte, mais quelque chose manquait. J'avais pas apprécié le film autant que la première fois, mais j'ai vu le film qui est repassé en salle, et quelques temps plus tard, du coup j'y suis retourné, et là la claque fut identique à la première. Tout ça pour dire qu'il y a des films qu'il ne faut voir qu'au cinéma, à cause de l'atmosphère, de tout ce qui gravite autour du film et que seule la salle de cinéma est capable d'offrir. C'est le cas de Mélancolia qui me rappelle un peu le persona de Bergman dans son traitement et dans la symbolique de bien des choses. La photographie est sublime. Je suis un grand admirateur de Kirsten Dunst et je ne l'ai jamais vu aussi incroyable que dans ce rôle. La symbolique autour de l'homme, des invités de la soirée, de cette planète qui s'approche et remet en question toute idée d'avenir potentiel pour ceux qui ont le regard tourné vers lui et change la perception de celle qui n'attend plus rien. C'est probablement le film de la décennie qui m'a le plus touché, le plus marqué lorsque je l'ai vu la première fois. Tamako desu. よろしくお願いいたします、お嬢様. Mademoiselle de Park Chan-wook, Corée du Sud. Suki, une jeune coréenne, est engagée comme servante d'une riche japonaise, Dame Hideko, dans la Corée des années 30 sous domination nippone. Celle-ci vit recluse dans un immense manoir sous la coupe d'un oncle tyrannique. Suki obéit aux ordres du comte Fujiwara qui en a après la fortune de Dame Hideko. Film aussi cruel que magnifique visuellement, Mademoiselle, c'est un thriller de manipulation machiavélique rempli de personnages pervers et fascinants. Bon, pour ceux qui ont aimé Old Boy, c'est le même cinéaste, vous pouvez foncer. Pour ceux qui n'ont vu aucun des deux, il faut vraiment que vous fonciez, voyez les deux. Dog Pound de Kim Chapiron, Canada. Davis, 16 ans, trafic de stupéfiants. Angel, 15 ans, vol de voiture avec violence. Butch, 17 ans, agression sur un officier de probation. Une même sentence,
la prison pour délinquants juvéniles d'Enola Vale. Arrivés au centre de détention, ils devront choisir leur camp, victime ou bourreau. Bon, amateurs de films ou de séries sur les prisons, comme c'est mon cas, si vous êtes passé à côté de Dog Pound, vous avez clairement loupé un sacré truc. C'est un film extrêmement physique et violent, qui a été interdit aux moins de 12 ans, alors que, clairement, le moins de 16 aurait pas été un scandale. Ici, il n'y a aucune concession. Chaque acte de violence est réprimé par un nouvel acte de violence. Je vais rien dire de plus sur ce film, si ce n'est que les acteurs font tout simplement vivre le film, qui coche absolument toutes les cases du genre. C'est un film incroyable sur une jeunesse torturée et perdue. Chemin de croix de Dietrich Brüggemann, Allemagne. Le quotidien de Maria, 14 ans, est conditionné par les préceptes de la communauté catholique fondamentaliste dans laquelle elle vit. À l'époque de la sortie du film, j'aimais beaucoup passer devant les cinémas lyonnais et me laisser porter de temps en temps par une affiche qui m'intriguait. Et ce fut le cas avec Chemin de croix dont j'ignorais absolument tout en entrant dans la salle. Bon, là aussi je me suis pris une bonne petite claque comme j'aime me les prendre, et je me souviens être sorti de la salle bien perturbé par ce que je venais de voir. Car rarement l'emprise de la religion et les effets qu'elle peut avoir sur un esprit faible aura été montrée avec autant de réalisme et de puissance. Tout est épuré et renforce le propos, c'est un film à voir absolument. Le sel de la terre, de Giuliano Ribeiro Salgado et de Wim Wenders, film français, brésilien, italien, etc., etc. C'est un portrait du photographe Salgado, Sebastião Salgado, et sur son dernier travail, le projet Genesis, qui a pour but de découvrir des civilisations inconnues. Esthétiquement sublime, ce documentaire rend un très bel hommage au travail de Salgado à travers la planète. C'est un magnifique voyage entre réflexion et photographie, toutes plus belles les unes que les autres. Into the Abyss de Werner Herzog, États-Unis, Allemagne. Bon, Herzog est très connu pour ses fictions complètement dingues, comme ça peut être le cas avec Aguirre ou Fitzcarraldo, mais il est l'un des plus grands cinéastes de documentaires à mes yeux. Et ce Into the Abyss en est un exemple parfait. En 2010, il est parti interviewer les familles de victimes d'un triple meurtre ayant eu lieu à Conroe, au Texas. Derrière ce fait divers, c'est toute une vision de l'Amérique que nous propose Herzog, et tous les points de vue adoptés sont ultra intéressants et tous chargés en émotions parce qu'ils sont vrais. On va par exemple avoir le point de vue des familles des victimes, des deux condamnés, le père de l'un des tueurs et j'en passe. C'est un film qui peut mettre très mal à l'aise car absolument tous les interviewés sont perdus. Les modes de vie de chacun sont vraiment discutables, mais Herzog parvient à humaniser absolument tout le monde et c'est ce qui fait de ce film le bijou qu'il est. Nous terminons avec le 30e et dernier film, peut-être celui que je vous recommande le plus de voir, Pour Sama de Wahad El-Kateb et Edward Watts, Syrie, Grande-Bretagne. Ce documentaire va suivre Wahad, une jeune femme syrienne qui vit à Alep sous les bombardements depuis 2011. Elle filme son quotidien, ses espoirs, ses pertes. Wahad et son mari médecin sont déchirés entre le choix de rester dans la ville pour se battre pour la liberté de leur pays et celui de le quitter pour protéger leur fille Sama. Ce film, c'est un témoignage précieux. Wahad l'a conçu comme une lettre pour sa fille Sama et je pense qu'il ne peut laisser personne indifférent. C'est une claque violente, mais d'une profonde humanité. S'il y en a qu'un que je vous recommande vraiment de voir, c'est celui-ci. Et bien voilà, c'en est terminé des années 2010. Je vous laisse à vos films, vous avez de quoi faire, et je reviens vers vous avec des films provenant des années 2000. Bonne journée à tous, prenez soin de vous, et vive le cinéma!